Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter et on démarrera à 11 heures pile. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Nomios en partenariat avec Nescope. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pendant 40 minutes, on va vous montrer comment identifier, contrôler et sécuriser l'usage des applications Microsoft 365 avec Netscope. Slide 2. Alors, nous partirons d'un cas concret. Mes utilisateurs utilisent des applications à risque dans Microsoft 365. Comment Netscope et Nomios peuvent vous aider? On va parler de comment réduire les risques de fuite de données et de cyberattaques par une démonstration, par exemple avec la protection contre les outils risqués comme WhatsApp, Drive, personnel, le contrôle avancé des instances et des activités dans Microsoft 365, la sécurisation contre d'autres moyens d'exfiltration et l'analyse comportementale. On commence par un petit tour de table. Donc moi, Jean-Christophe, je suis responsable marché chez Nomios et je suis accompagné aujourd'hui de Dia, qui est Sales Engineer chez Nescope. Je vais parler sur ton micro du coup. Comment? Je vais parler sur ton micro. Non, tu peux parler sur mon micro. Avant de commencer, quelques petites informations. Vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions et réponses de l'outil de webinaire ou directement dans le chat. Nous répondrons en fil de l'eau en cours de session et il y aura aussi quelques sondages en cours de session. La session est enregistrée et vous recevrez un lien vidéo dans l'après-midi et les webinaires de Nomios sont tous disponibles sur le YouTube de Nomios. On démarre tout de suite. Je te laisse la parole. Donc, tu peux mettre ton micro. Excellent. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci surtout à Nomios pour l'organisation de ce webinaire, de nous accueillir. Je suis également en présence de Marion Guédon, côté Netscope, et également David Loeb, qui sont les commerciaux qui couvrent le secteur public en France. Moi-même, Diawara Delanon, ma présentation, Jean-Christophe, ingénieur avant-vente chez Netscope.
Je vois parmi les participants qu'il y en a que je connais déjà. Merci. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vous présente mes excuses par avance parce que je vais probablement parler un peu vite. Il y a beaucoup de contenu. Si on voulait parler de la totalité de la plateforme Netscope, il faudrait probablement passer toute la matinée ensemble et une partie de l'après-midi. L'idée là, c'est de vous donner le maximum d'informations sur le sujet du jour, parler du reste de la plateforme et susciter de l'intérêt. Comme disait Jean-Christophe, vous pourrez poser des questions et nous prendrons un petit peu de temps. Donc, nous avons à peu près nous avons 1 heure au total. La présentation va durer une quarantaine de minutes et nous prendrons le temps d'adresser les questions et bien sûr, nous pourrons faire des suivis après ça. Très rapidement, Netscope, je pense que vous avez reçu un sondage normalement au début du webinaire, à savoir si parmi vous qui ne connaissent pas Netscope, donc comme je disais, je sais qu'il y en a qui connaissent, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. En 30 secondes, sans passer trop de temps sur la partie marketing, Netscope existe depuis 2012, créé dans le cloud pour la protection des applications SaaS gérées, donc une compréhension de la donnée qui va être extrêmement importante et qui jusqu'à aujourd'hui est un différenciant. Aujourd'hui, c'est une plateforme bien plus étendue. On va rentrer dans plus de détails. En France, c'est plus de 150 références, des références dans le CAC 40, donc de grands groupes qui nous font confiance, et également dans le secteur public. Plus de la moitié des employés chez Netscope sont dédiés à l'innovation, donc le développement de produits, la R&D, c'est extrêmement important et nous verrons un petit peu dans le détail pourquoi, mais comme je disais, je vais aller un petit peu vite. Très rapidement, les dernières reconnaissances que l'on a reçues de tiers sur le marché, donc vous voyez qu'il y a le Gartner, on en est très fiers, beaucoup en parlent, mais il y a également IDC MarketScape, Forrester. Donc, on est reconnu leader dans le monde du SSE. Le SSE sont des services de sécurité délivrés depuis le cloud, mais également leader SASE. Il y a eu le Single Vendor SASE de Gartner. Le SASE ajoute les services réseau délivrés depuis le cloud. Nous en parlons vraiment très rapidement, mais n'hésitez pas encore une fois à nous faire part de votre intérêt s'il y a des sujets qui suscitent votre attention et qui pourraient répondre à des besoins. Pourquoi Netscope? La jeunesse, disons, de Netscope, ce sont les défis qui sont apportés par les modes d'utilisation aujourd'hui, les modes de fonctionnement en entreprise. Les utilisateurs se connectent depuis tout type de poste. Ils sont un peu partout, ils sont au bureau, mais ils sont aussi à la maison, ils sont en déplacement. Les applications sont un petit peu partout. Ils ne sont plus seulement dans les data centers, elles sont également dans du SaaS, du cloud privé, du cloud public. Et du coup, les données sont dispersées un peu partout. La donnée, c'est voilà, ce sont les jeux de la couronne pour une entreprise. C'est là qu'on a la propriété intellectuelle. Ce sont ce que viennent chercher de manière générale les acteurs malveillants. Donc, avant, les données étaient plutôt localisées en interne. Tout ça a beaucoup changé et alors les quelques chiffres sans passer trop de temps dessus, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les exfiltrations de données et la propagation de malware se fait dans le cloud. Dans le cloud, de manière générale, le trafic est chiffré. Donc, la plupart des outils que l'on utilise aujourd'hui, on peut y accéder via un navigateur web ou des applications natives. C'est chiffré. Donc, il faut avoir des outils qui vont vous permettre d'appliquer de la sécurité, de comprendre ce qui se passe, d'avoir de la visibilité partout sur l'emplacement des utilisateurs et des données. C'est la réponse qu'apporte Netscope. Donc, ici, ce que l'on voit au centre, c'est l'infrastructure Netscope. On va rentrer un petit peu quand même pas mal dans le détail. Mais j'avance rapidement intentionnellement. Donc, au centre, on a l'infrastructure Netscope. En bas, vous avez vos utilisateurs qui peuvent être n'importe où, qui peuvent utiliser des postes gérés, des postes non gérés, qui peuvent être sur des mobiles, qui peuvent être voilà, sur des PC. Ça peut être aussi de l'IoT, ça peut être des capteurs, des machines. Et en haut, vous avez les services auxquels ils doivent accéder. Donc, ça peut être du web simple, ça peut être des applications SaaS, ça peut être du cloud public, du cloud privé, ça peut être des applications qui sont hébergées chez vous, qui sont hébergées chez des prestataires. Et Netscope va vous permettre, comme je disais, de contrôler, d'avoir de la visibilité et d'avoir aussi de l'analyse. On va voir des rapports ensemble et également d'avoir une analyse pour comprendre ce qui se fait, anticiper des besoins, anticiper des utilisations. Tout piloté à partir d'une console unique. C'est un moteur unique, que vous ayez un ou tous les services Netscope. Vous ne les configurez qu'à un endroit. C'est un agent pour tous les types de postes, que vous ayez un ou tous nos services. Et ça, c'est un différenciant de chez Netscope. C'est une infrastructure, on va en parler un petit peu, l'infrastructure New Edge. C'est un investissement colossal qui a été fait en 2018. Avant, nous nous appuyons sur du cloud public et cela a changé. Ce sont des services complets, donc que ce soit des services de sécurité, le SSE, des services réseau complétés et font l'ensemble SASE, SASE,
et des services également analytiques comme le monitoring de l'expérience utilisateur ou encore les rapports analytiques avancés. Mais on va voir des exemples de tout ça. Comme je disais, je parle un peu vite, je survole des sujets, mais n'hésitez pas aussi dès maintenant à mettre des questions, à poser des questions sur certains sujets pour qu'on puisse orienter. Parce qu'en toute transparence, on a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, environ 20 minutes de démo. On ne pourra pas toutes les passer, donc si jamais vous nous donnez des indications, s'il y a des sujets qui sont un peu plus pertinents, on va les choisir par rapport à d'autres. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la méthodologie Netscope et nos meilleures pratiques en entonnoir. La base, la pierre angulaire, le socle sur lequel on s'appuie pour délivrer tous nos services, c'est l'infrastructure New Edge Netscope. Sans passer trop de temps dessus, parce que là, on voit notre carte de point de présence sur toute la planète. C'est de 75 régions couvertes, plus de 100 data centers, un nombre de peering extrêmement élevé, plus de 4000 peering. Marion me disait il n'y a pas longtemps qu'on a dépassé Netflix en termes de peering, ce qui est vraiment incroyable. Et puis, si aujourd'hui on va parler d'Office 365, dans tous les data centers où c'est possible, donc je crois que c'est à peu près 90% de nos data centers, nous sommes connectés avec Microsoft, puisqu'on va parler de 365. Donc, c'est moins de 5 millisecondes entre la sortie Netscope et l'entrée chez Microsoft. C'est extrêmement important pour l'expérience utilisateur. Tous nos services sont déployés dans tous les points de présence et on va garantir les meilleurs SLA de l'industrie avec un facteur de 2 sur les deuxièmes après nous. Si on fait un zoom sur la France, on a 4 points de présence en France, 3 à Paris, 1 à Marseille, et en fonction de la charge, il peut en arriver d'autres. Plus d'une centaine de peering. Donc en France, pour le coup, c'est 100% de nos points de présence qui sont connectés avec Microsoft. Et en France, on a, alors c'est un tiers qui a fait cette analyse-là, qui s'appelle Catchpoint. On est à moins de millisecondes de Microsoft dans nos 4 data centers en France aujourd'hui. Vous avez également la possibilité de restreindre vos utilisateurs à des zones. Donc, pour les institutions, organismes qui nous font confiance, vous pouvez décider, par exemple, de restreindre l'accès aux points de présence en France ou uniquement en Europe. On a également des zones étendues, puisque sur le secteur public, par exemple, il y a des institutions qui sont également présentes dans les départements, régions d'outre-mer, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, etc. Nous avons une zone qui va les couvrir également. On a des fonctionnalités qui vont être uniques du fait de notre infrastructure, comme la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des localization zones, donc de localiser le contenu. Même si, je donne un exemple, si vous êtes en Guyane et que vous accédez du coup à un point de présence le plus proche qui va être peut-être au Brésil, peut-être en Colombie, vous sortez, vous voulez pas avoir du contenu Google, Amazon, etc., Netflix, puisqu'on en a parlé, brésilien ou colombien. Donc là, on va pouvoir vous montrer du contenu français. Pareil, ça pourrait être intéressant d'accéder à des partenaires qui vont restreindre la géolocalisation de vos utilisateurs. On a également les fonctionnalités comme les adresses IP publiques dédiées qui vous sont réservées pour vous pendant toute la durée du contrat. Et d'autres fonctionnalités, mais je ne veux pas passer trop de temps dessus. Parmi nos SLA, donc j'ai mis quelques chiffres, donc on est sur les 5-9, avec des pénalités contractuelles et surtout une garantie de temps de passage chez Netscope qui est toujours en deçà de 50 millisecondes. Donc 50 millisecondes, c'est quand on déchiffre et qu'on passe à travers vraiment absolument tous les services, c'est généralement bien en dessous, et 10 millisecondes garantie si on ne déchiffre pas le trafic. Bon, quelques captures d'écran que j'aime bien faire, donc PeeringDB si vous connaissez, qui permet de voir nos adjacences et du coup de valider ce que l'on vient de dire à propos du nombre de peering chez Netflix. Pourquoi on parle de New Edge? Il faudrait que je prenne peut-être une petite goutte d'eau, mais pourquoi on parle de New Edge? Non, ça va, j'en ai mis dans mon sac. Merci. L'architecture et la mise en œuvre vont être extrêmement importantes, de pouvoir fournir aux utilisateurs une expérience qui va être exceptionnelle. Quand on parle d'Office 365, on va parler par exemple de Teams. Donc, il y a de l'audio, de la vidéo, c'est du temps réel. Si on induit 100 millisecondes de latence, 150 millisecondes de latence, les utilisateurs s'en rendent compte. Donc, l'infrastructure va être importante. Netscope parle de plateformisation du coup depuis 2018, bien avant que ce soit aujourd'hui, tout le monde en parle et c'est devenu un mot à la mode. On en parlait bien avant et donc l'expérience utilisateur est vraiment la philosophie qui a poussé à cet investissement derrière le New Edge. Le routage est optimisé et comme vous le voyez à l'écran, c'est très simple. Le fait que tous nos services soient présents dans tous nos data centers, le chemin est clair et le plus court possible. Merci. Là où d'autres solutions qui vont se baser sur
les hyperscalers du cloud public vont avoir des points de présence virtuels, vont souvent avoir du routage non optimisé, des allers-retours, une connexion vers ce qu'on appelle une rampe d'accès pour accéder ensuite au service où là, peut-être que le DLP va se faire à gauche, la protection contre les menaces à droite et j'en passe. Donc, c'est pour cette raison que l'on parle de notre plomberie, mais j'ai fini à ce sujet-là. On pourra en parler pendant très longtemps et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que je vois parmi nos participants qu'il y en a qui avec déjà de peering, donc qui sont connectés à Francix, nous aussi, et on offre la possibilité, via nos équipes de plateforme engineering, de se connecter directement avec Netskope. Le deuxième principe de la méthodologie Netskope, c'est de rediriger tout le trafic vers le cloud Netskope. De rediriger tout le trafic, et c'est en fonction des services auxquels vous avez souscrit que vous allez avoir certaines fonctionnalités. Comme je disais, elles sont toutes pilotées à partir d'une seule console, un seul agent. Le nombre de fonctionnalités augmente au fil du temps. Il y a environ 3 ans, nous avons fait l'acquisition d'une société qui fait du SD-WAN, Borderless SD-WAN. Plus récemment, nous avons acquis une société française, on en est très fiers, normande, qui s'appelle Cadiska, qui fait du monitoring de l'expérience utilisateur. Nous avions déjà cette fonctionnalité, mais nous l'avons énormément enrichi avec cette pépite qui est française, et du coup, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous avons ajouté aussi le navigateur d'entreprise qu'on appelle Enterprise Browser. Et ça fait, je pense que l'annonce a été faite il y a environ 1 mois ou 2, mais nos clients pouvaient déjà faire la bêta depuis 6 mois. C'est une société qui évolue constamment. Il y a une version qui sort tous les mois. Moi-même, j'envoie à tous mes comptes des mises à jour mensuelles sur ce qui arrive, les bêtas en cours, des informations pratiques. C'est extrêmement excitant et intéressant de travailler pour Netskope. Je pense que ça s'entend. Moi, je suis passionné de la techno. Et la prochaine slide, je vous présente mes excuses encore une fois d'avance. Elle va être extrêmement chargée quand on aura terminé, mais elle est également extrêmement importante. Pourquoi elle est importante? C'est qu'au fil du temps, moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Netskope. J'ai remarqué on est sollicité sur différents sujets. Bon, vous inquiétez pas, il est 11h16 à 20 maximum. Je pense qu'on va parler de 365 et puis on va plus parler que de ça. Un petit peu de ChatGPT et d'autres outils très à la mode. Mais avant, ce dont je me suis rendu compte, c'est que Netskope en fait énormément, mais nous ne sommes pas assez connus sur de nombreuses fonctionnalités que nous offrons. Et c'est l'idée derrière cette slide-là, c'est de susciter de l'intérêt, vous donner de l'information, et il se peut qu'il y ait des programmes, qu'il y ait des initiatives ou des besoins de votre côté, et que vous sachiez que Netskope pourrait éventuellement répondre à ce besoin. Et un des gros avantages de Netskope, c'est la réduction de la complexité, la réduction de vos silos, de regrouper des services parmi une plateforme. Et c'est également une tendance que l'on observe alors, surtout en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, qui arrive vraiment, que l'on voit de plus en plus, vraiment de consolider et d'avoir un peu moins de solutions point à point. Donc là, on voit alors, pour garder le même type de présentation, il y a les utilisateurs en bas, le Cloud Netskope au centre et les services auxquels on accède en haut. Les utilisateurs qui peuvent être des nomades, avec le petit logo Netskope, donc ils peuvent avoir leur agent, mais on peut aussi rediriger le trafic de différentes manières. Ça peut être des tunnels, on pourra en parler un peu plus tard. Les services qui vont être offerts, donc le proxy hub de nouvelle génération, le CASB, la protection des applications SaaS, l'isolation de navigateurs. Ça, souvent, quand on a des populations un petit peu privilégiées, des VIP ou des personnes qui veulent pas vraiment être filtrées sur par exemple des applications, des sites qui ne sont pas encore, on peut leur donner des accès. Tous les flux non web, la sécurité DNS, la prévention contre le tunneling. Je vais vite, comme je l'ai dit. Donc, on continue. On a les accès vers les applications privées, ce qu'on appelle les applications privées. Donc, c'est l'évolution du VPN. Alors, le VPN traditionnel, c'est faut ouvrir des accès, souvent des accès réseau vers d'autres réseaux pour donner accès aux services qui sont chez vous dans éventuellement du cloud public. Avec les principes Zero Trust, Network Access, cette fois-ci, on va faire davantage de vérification. Donc, Zero Trust, de ne pas faire confiance, de valider constamment qui a accès à quoi, à quel moment. Et puis, ne pas exposer également, comme on le faisait avec les VPN, les passerelles au grand public pour qu'elles puissent être attaquées. Donc, réduire la surface d'attaque, valider les accès en permanence. Les services transverses, donc on a parlé de certains services transverses, donc l'infrastructure New Edge, le monitoring de l'expérience utilisateur,
les risques associés à certaines applications SaaS. Aujourd'hui, on supporte plus de 80 000 applications. Il y a des scores de risque pour ces applications. Vous pouvez l'utiliser dans des politiques en quelques clics ou pour une catégorie, par exemple, dans la catégorie collaboration, on a des milliers d'applications. IA générative, on en a des centaines. Donc, vous pouvez créer très facilement des politiques qui s'appliquent à de nombreuses applications et également utiliser un score de risque. L'analyse comportementale, donc par rapport aux utilisateurs, ce qu'ils ont fait par le passé, que font-ils en ce moment, de comprendre quelle est une utilisation normale et d'appliquer de la protection, de comprendre est-ce qu'il y a aussi peut-être une infection préalable à l'intégration de l'outil, est-ce qu'il y a des communications vers des commandes de contrôle, et l'intégration dans votre infrastructure, votre écosystème, donc l'envoi par exemple, de logs ou d'alertes vers un SIEM, du syslog pour votre SOC, l'intégration dans des outils de ticketing, de l'automatisation, de l'intégration dans des outils de gestion d'identité, et j'en passe. Donc, je continue. On a également la protection qu'on appelle Endpoint DLP, donc la protection des périphériques sur les postes de travail. Donc, par exemple, d'appliquer le moteur DLP Netscope sur les périphériques comme les clés USB, les envois d'informations, enfin l'impression vers des imprimantes, les partages réseau, CD, DVD, les partages Bluetooth. Par exemple, moi je suis sur un Mac, donc on va pouvoir protéger contre le AirDrop et tous les périphériques. Le DLP pour les emails, là ça commence à être chargé. Le DLP pour email en sortie. Et puis, il y a également, alors je l'ai souvent, puis je commence un POC sur des équipements non gérés, le BIOD, les partenaires, mais à qui on veut donner des accès peut-être à certaines applications internes. Donc, on va avoir du CASB API qui pourra scanner ce qui se fait, par exemple, dans Office 365, du DSPM pour avoir votre posture de sécurité donnée, comprendre ce qui se fait, qui a quoi, comment, d'avoir des rapports par rapport à ça. Mais on va également pouvoir, maintenant, comme je disais, avec l'Enterprise Browser, fournir une visibilité sur d'autres accès. Donc, par exemple, si vous avez des utilisateurs comme, je donne un exemple, disons des médecins qui ne veulent rien savoir, veulent utiliser leur Mac et accéder à certaines ressources, vous pourriez leur fournir un navigateur sécurisé et vous assurer qu'ils ne récupèrent pas de virus, qu'ils ne font pas d'exfiltration de données intentionnelles ou non. Et enfin, le SD-WAN. 11h21, ça va, je m'en sors, j'ai terminé. Donc, j'avance. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a un ou des sujets qui ont suscité votre attention, vous recevrez également le PDF de cette présentation qui vous sera envoyé par Nomios après l'événement. Je pense que vous avez eu un petit peu comme moi assez des slides. Il faut que je respire un petit peu et du coup, on vous a préparé une démonstration qui montre en fait l'expérience utilisateur et répond à la question qui était en préambule, le titre du webinaire. Donc, la protection Office 365. Ici, ce que vous voyez à l'écran, donc ça a été pris ce matin, vous voyez le 6 mars, donc une petite vidéo. Le flux est déchiffré, c'est ce que je montrais à l'écran, donc je suis sur mon poste. Je me connecte à mon environnement OneDrive qui ici, disons, simule l'environnement Office 365 de l'organisation et j'ouvre un document qui contient un petit peu d'informations personnelles identifiables, un petit peu d'informations aussi financières. Je télécharge le fichier. Donc là, vous voyez, voilà, on a mis un petit logo mignon personnalisé, Netscope et Nomios. On demande de justifier le fait de vouloir télécharger ce fichier car il contient des données confidentielles sensibles. Bon, c'est ma petite démo de webinaire, donc je continue. Avant que je fasse continuer, je n'ai pas pu récupérer le fichier. Là, je le récupère, il est maintenant sur mon ordinateur. Et maintenant, bon, là, c'était toute la partie, on va dire, sage. C'était mon côté sage. Et puis, le côté moins sage, j'essaye de partager de l'information avec mes amis, mais je veux utiliser WeTransfer, ce qui n'est pas bien. On va le voir dans le catalogue. WeTransfer est très mal noté. J'envoie vos données un petit peu à n'importe qui. Vous ne pouvez pas les supprimer après. Donc, on veut éviter ça. WeTransfer, en plus, on n'a pas besoin d'avoir un compte. Là, j'essaie d'envoyer et hop, non, je ne peux pas le faire. J'ai un message qui m'accompagne, qui me dit que si je veux envoyer des données sans valeur, je vais aller sur OneDrive, Google Drive, Dropbox et Box qui sont jugées sûres. Mais ça, c'est pour les données, disons, non sensibles. Par contre, plus bas, si je veux envoyer des données sensibles, je vais vers mon OneDrive. Et puis là, vous voyez, j'ai un lien qui m'a ouvert de nouveaux onglets. Et je vais vers ces outils-là. Donc là, c'est l'idée d'accompagner les utilisateurs, de les coacher. Et puis, les administrateurs, on va le voir après, peuvent bien sûr voir les alertes, voir les logs, comprendre ce qui se fait, générer des rapports par rapport à tout ça. Là, je vais sur
sur Dropbox et j'essaye encore d'envoyer mon document. Je suis coaché, mais d'une manière différente, encore une fois. Là, ce n'est pas comme WeTransfer. J'ai un message qui va être différent. Je peux être envoyé vers… j'ai encore mon lien vers OneDrive, mais j'aurais pu… Et puis ça, c'est ce que je suis en train de montrer. Donc, le document ne part jamais. Il ne va jamais chez Dropbox. Il est intercepté par Netscope, analysé en mémoire vive, détruit après. On ne conserve pas les fichiers, tout ça. Il y a des engagements contractuels. Mais je peux aussi permettre, c'est ce que vous allez voir, d'envoyer un article. Là, c'est un article générique, copié-collé d'un petit article que j'ai trouvé sur Internet. Et cette fois-ci, ça passe. Les administrateurs peuvent le voir aussi, mais par contre, on laisse les utilisateurs travailler. Quand ils ont un comportement, disons, un peu à risque, mais on leur permet quand même d'échanger et puis surtout, on les oriente. Donc, tous autant qu'on est, je pense qu'on a les formations de sécurité, mais 3 à 4 mois après, on ne se souvient plus de quel outil fait quoi. Et là, de pouvoir être accompagné en temps réel, c'est quand même une plus-value. Je continue à faire un petit peu n'importe quoi. Je vais envoyer ce document-là qui contient de la donnée sensible avec mon petit email que j'ai sur OVH. Hop là, non monsieur, encore une violation, encore un message différent. Et tout ça, on va aussi, comme je disais, le voir. C'est jamais envoyé. On va encore le voir dans les alertes sur la console d'administration. Ce n'est pas fini, puisque je suis persévérant, je me dis que bon, il y a quand même possibilité de partager ces documents-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur Office 365 et je suis sur mon Office 365, on va dire, de l'organisation. Donc, je permets quand même le partage d'informations sensibles. Par contre, donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure, là, le message est encore différent. Je suis sur Teams. C'est exagéré, donc on voit qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de coaching, il y a vraiment un comportement qui n'est pas un comportement normal, mais c'est pour montrer à quel point on peut être granulaire, à quel point on peut protéger les utilisateurs contre des mauvais comportements. On a la notion d'instance, je vais y revenir un peu plus tard. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va pouvoir protéger même des applications qui sont chiffrées de bout. Ça, c'est… il y a on va dire de la propriété intellectuelle et des brevets derrière tout ça. Mais là, je vais me connecter à mon WhatsApp personnel. Et puis, bien sûr, puisque je ne comprends pas, après tous les messages qu'on m'a montrés, j'essaye encore d'envoyer le fichier avec de l'information sensible. Donc, je me connecte à mon WhatsApp. On a vu que j'ai été isolé. Il y avait le logo Netscope. Il y a la petite étoile en haut. Ici, j'ai des indications qui me disent que je peux déposer un fichier, je peux faire des uploads, je peux faire un download. Mais ça, je contrôle avec des templates que je pourrais vous montrer. Quand j'essaie d'envoyer le document, j'ai encore une violation DLP et on va le voir aussi dans mes incidents. Donc, tout ça, c'est de l'information auxquelles peuvent avoir accès les analystes, les administrateurs qu'on peut envoyer au SOC et sur lesquels on peut investiguer, et sensibiliser, par exemple, une population d'utilisateurs bien spécifique qui a des comportements les plus à risque. Je protège également les webmails. On a vu qu'il y avait l'OVH, ici le webmail Office 365, que ce soit avec les clients lourds, donc comme on l'a vu avec Teams, dans le navigateur, ça peut être aussi du shell. Netscope, avec l'agent Netscope, on va pouvoir intercepter tout le trafic, on va pouvoir comprendre ce qui se fait. Et là, vous le voyez alors je regarde le temps, 11h30. Je peux laisser la vidéo, ça va. On va peut-être pas regarder toutes les alertes, mais vous voyez que là, un administrateur va pouvoir voir le nom du fichier, l'application, le score de risque associé. Quand on rentre dans les détails, donc moi, j'ai un dossier de forensics, c'est optionnel, mais je vais pouvoir voir quels éléments ont déclenché les alertes DLP, quel profil et quelle a été l'action qui a été prise. Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que j'ai fait du coaching? Et tout ça, on va pouvoir donc peut-être aussi l'assigner à certaines personnes pour qu'elles puissent le traiter. Prendre des actions dessus, générer des rapports. On voit les logs. Je voulais montrer un petit peu la richesse des métadonnées que l'on va pouvoir avoir. On peut bien sûr faire des rapports, des alertes sur toutes ces métadonnées, faire des recherches. Donc, avec Netscope, vous allez vraiment avoir une compréhension totale. Et c'est un différenciant qui est expliqué par la jeunesse de Netscope dans le monde du CASB. Donc, on vient du CASB. C'est le même principe sur OneDrive. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À chaque fois, c'est un petit message différent. Mais c'est pour montrer à quel point on oriente les utilisateurs, quel que soit ce qu'ils font. Et la règle mise en place pour ça, en fait, il y a 3 règles basées sur des catégories qui incluent des centaines, parfois des milliers d'applications, si on parle de collaboration, stockage dans le cloud, convertisseur de fichiers et aussi l'IA générative. Il y aura une petite démonstration dessus par la suite. On arrive à la fin de la vidéo.
Merci de votre attention. C'était vraiment pour illustrer ce dont on parlait en préambule quand Jean-Christophe a présenté le sujet du webinaire. On peut en faire énormément plus. Donc, on va voir si tout à l'heure, si nous avons un peu de temps, et puis peut-être pendant la session questions-réponses, nous pourrons passer sur l'interface où vous verrez les différentes activités que l'on va supporter, les instances. Et là, je vais en parler juste après cette slide-là, qui est extrêmement importante. Ce sont nos partenariats avec Microsoft. Donc, on a un partenariat très fort. Netscope, aujourd'hui aussi, il faut savoir qu'on protège plus de 15% du trafic vers Office 365 au niveau monde. Quand on regarde nos graphes d'utilisation de la bande passante dans notre infrastructure New Edge, la plupart, c'est vers Office 365 et du Google Workspace, donc des applications d'entreprise. Et donc, la principale raison pour laquelle les organisations font appel à Netscope, souvent, c'est pour la protection du SaaS. Ensuite, il y a toute la partie Shadow IT, il y a le coaching, il y a les différents services que j'ai montrés un peu plus tôt. Mais vraiment, disons que les plus gros usages viennent d'Office 365. On a des partenariats forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, on est très intégré, on va le voir dans la prochaine slide, mais aussi on reçoit de l'information privilégiée. Donc, je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'il y a des nouveaux clients Outlook, le nouveau client Teams. On a eu l'information au préalable pour pouvoir protéger les utilisateurs avec les changements de protocole, les changements de façon de fonctionner. On reçoit également tous les nouvelles UDN, IP, pour pouvoir mettre à jour nos connecteurs et vous protéger en temps réel. Qu'est-ce qui va être autorisé de manière générale et pourquoi on voit de plus en plus d'attaques sur les applications autorisées en entreprise comme Office 365, Google Workspace, mais aussi du GitHub, toutes les applications qui permettent de faire du partage d'informations, de fichiers, mais qui vont être autorisées. Si on n'a pas la détection et le contrôle des instances, on va être aveugle. C'est ce qui est représenté sur cette slide, c'est-à-dire que vous avez votre environnement de votre organisation que vous contrôlez, vous maîtrisez. Vous pouvez mettre aussi des règles dans le Microsoft Admin Center. Par contre, si vous ne contrôlez pas les instances, toute instance, donc ça peut être celle de Nomios, de Netscope, d'un partenaire, mais aussi d'un pirate, de quelqu'un qui envoie des liens de phishing, pourrait être accessible. Et si vous n'avez pas la possibilité d'appliquer des règles spécifiques, granulaires, et d'avoir tout un contexte qui vous permet de personnaliser les différents accès, vous exposez à de nombreux risques. Mais les deux grandes familles de risques, c'est l'exfiltration de données, la perte de données et la propagation de fichiers malicieux. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu malade aussi. Rapidement, un petit peu plus sur le partenariat entre Microsoft et Netscope. Comme je vous disais, donc l'infrastructure New Edge, on va être connecté à Microsoft dans tous les data centers où c'est possible. En France, c'est environ 3 millisecondes entre la sortie Netscope et l'entrée Microsoft. Donc, une expérience utilisateur qui va être exceptionnelle. Et nous allons, jusqu'à maintenant, alors je peux me tromper, tout le monde évolue avec le temps, mais nous étions les seuls à recommander de faire du déchiffrement absolument partout. Donc, que ce soit Teams, SharePoint, OneDrive, Yammer, et j'en passe du monde autre, de déchiffrer absolument partout. Les données sensibles, les menaces se cachent dans le trafic chiffré. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur le déchiffrement. On va pouvoir appliquer de la protection des données de manière bidirectionnelle. On va appliquer de la protection contre les menaces. Il y a une slide dessus un petit peu plus tard. Et il y a également, bien sûr, les intégrations. Donc, le contrôle d'instance, j'en ai déjà parlé. Pour avancer, je passe. Il y a toutes les intégrations avec la suite d'outils Microsoft. Donc, par exemple, l'envoi de log d'alerte dans Sentinel, l'échange d'IOC, d'indicateurs de compromission, avec Defender for Endpoint, l'échange d'informations avec leur solution CASB API, MCAS, le partage de logs, et la classification aussi, donc pour AIP, MIP, leurs outils de classification de données, on va pouvoir s'intégrer avec eux de manière très, très avancée. J'avance sur la méthodologie, je vous rassure, on n'aura pas le temps de voir toutes les 6 étapes de la méthodologie. Mais ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple du contexte. Et puis juste après, il y a une démo donc, qui dure à peine 2 minutes. Sur ChatGPT, mais le contexte, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc,
c'est de comprendre ce qui se passe, que fait un utilisateur. C'est pas la même chose si, par exemple, moi déjà, je viens avec mon équipement géré de chez Netscope, qui est protégé depuis un emplacement connu et que j'accède à une application comme Office 365 de Netscope, que si j'utilise un poste non géré, je suis en vacances et puis je m'amuse à aller sur du WeTransfer ou autre, du FileFM ou un convertisseur de fichiers. J'essaie de convertir un fichier sensible de PDF, voilà, d'Excel à PDF, par exemple. Et que auparavant j'ai aussi téléchargé énormément de fichiers, peut-être même que j'ai posé ma démission, je télécharge un paquet de fichiers sur l'Office 365 dans l'entreprise, j'essaie de les déposer ailleurs. Tout ça va faire partie du contexte et vous allez surtout pouvoir accompagner les utilisateurs comme j'ai montré, mais également les bloquer. Vous allez pouvoir générer, on peut aussi bloquer avec des messages, mais aussi de manière silencieuse pour pouvoir générer des alertes, démarrer des enquêtes et analyser ce qui se fait, analyser les échanges. Bon, l'action, alors je reviens juste avant, l'action que l'on peut prendre aussi, autoriser et bloquer, ce n'est plus suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on parle de coaching, d'accompagnement des utilisateurs, de messages contextuels. Et également, alors voilà, on peut aussi demander on peut demander une authentification forte. L'idée, c'est vraiment avec ce contexte, de s'adapter aux utilisateurs et de les accompagner dans une bonne utilisation des outils. Je vais lancer en parallèle la démonstration sur ChatGPT. Cette fois-ci, elle est un petit peu plus courte. Et c'est ChatGPT, mais ça aurait pu être Microsoft Copilot, DeepSeek. Donc, dans le catalogue d'applications supportées par Netscope, des plus de 80 000, on en a des centaines qui sont de l'IA générative. C'est la mode en ce moment. De nombreuses sociétés naissent et meurent autour de l'IA générative, mais on va les supporter. On a des connecteurs qui vous permettent de faire comme ce que vous avez vu. Donc, avant même que l'utilisateur arrive sur ChatGPT, je l'alerte pour lui dire que, attention, les données peuvent être utilisées dans le modèle. Faites attention à ce que vous partagez. On va reconnaître les instances aussi. Donc, peut-être que c'est un ChatGPT, c'est le ChatGPT public. Peut-être que c'est un ChatGPT Enterprise où là, voilà, vous avez des accords avec eux pour ne pas partager les données. J'ai dit bonjour, c'est passé. Par contre, j'ai voulu envoyer un numéro de sécurité sociale. Ça a été bloqué avec du coaching. Donc là, c'est un numéro de sécurité sociale. C'est la personne qui utilise son numéro et puis c'est tout à fait légitime. Je peux, comme je montrais tout à l'heure, continuer ou arrêter. Cette fois-ci, j'ai arrêté. Puis je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont entendu parler on en parlait tout à l'heure, Samsung qui a un employé qui a voulu optimiser du code dans ChatGPT et ils se sont retrouvés dans les nouvelles, évidemment, puisque l'information a leaké, puis perte de propriété intellectuelle, le code s'est retrouvé sur le dark web et puis c'est le nerf de la guerre de toute entreprise. Ici, vous voyez que j'ai du code source qui a été détecté. Donc, c'est un moteur qui est basé sur du machine learning qui va reconnaître plus d'une cinquantaine de langages. Il a détecté, on va le voir dans le rapport tout à l'heure, du Python. Et il m'empêche de l'envoyer. Donc, je ne peux pas l'envoyer. C'est jamais parti chez ChatGPT. Puis, si je me reconnecte, je vais sur le prompt, je n'aurai pas ces informations-là. Elles ne sont pas parties. Donc, on peut protéger les utilisateurs. Donc, comme je disais, ChatGPT, mais aussi dans le contexte Office 365, Microsoft Copilot. Copilot, comme vous le savez, qui s'intègre le prompt Copilot en tant que tel, mais qui s'intègre également dans Teams, dans toute la suite bureautique. On a des connecteurs. On va pouvoir, avec également nos connecteurs API, vous permettre de comprendre ce qui se fait, d'autoriser ou bloquer le partage de certaines données. Donc là, c'est comme je disais, on voit les incidents, on voit que l'incident qui était mineur il y a eu du coaching, l'incident critique, on l'a bloqué, et puis on voit les actions, vous voyez ici, là, source code Python, c'est un des identifiants parmi les 3000 que supporte Netscope, de machine learning qui va vous permettre de détecter du code. Donc, sans même avoir à créer des dictionnaires, des regex, vous pouvez protéger vos utilisateurs avec les identifiants que fournit la plateforme Netscope. J'ai l'impression qu'il y a des questions, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui surveille, si jamais il y a… Pas de questions pour l'instant. Non, c'est quelques réponses par contre sur la partie sondage, ceux qui n'ont pas encore posé, il y a 3-4 petites questions en lien avec le webinaire. D'accord, merci. Merci, Kenny. Donc là, c'était rapidement pour ChatGPT. Il est déjà 38. Je ne sais pas si on aura probablement pas le temps. C'est pour ça que je demandais pour les questions, est-ce qu'il y en avait sur certains services en particulier. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les voir. Donc, sur la protection contre les menaces, ce n'est pas forcément une démo, surtout que c'est dans un environnement bien contrôlé. Mais il faut savoir qu'on a… Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un test qui a été fait en 2024.
cette compagnie Avites, ils sont allemands. Ils ont, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on l'avait fait également en 2022, pas en 2023. Et ils le font pour plusieurs acteurs du SASI, donc d'autres qu'on voit sur le Gartner. En 2022, on a été plusieurs à le publier. En 2024, nous avons été les seuls. Donc, on a les meilleurs résultats. Nos résultats de 2022 étaient utilisés contre nous. Moi, je suis arrivé chez Netscope en 2022. Et puis, bon, disons que ce n'était pas aussi gros. On était plutôt dans les 90%, fin 80, 90%, ce qui était pas mal. Mais aujourd'hui, la solution a énormément évolué. Donc, ce test est intéressant, moi je trouve pour deux raisons, pour l'évolution de la plateforme et puis le fait que ça ait rendu d'autres personnes silencieuses dans le domaine. L'analyse comportementale UEBA, donc plus vous avez de services, donc on a montré la slide un peu surchargée tout à l'heure, montrer l'ensemble des services Netscope, plus vous avez des services, plus vous allez pouvoir comprendre ce que fait un utilisateur, avant ce qu'on appelle baseline, de savoir quel va être un comportement normal, qu'est-ce qui va être un comportement anormal, et comment on réagit. Donc, l'analyse comportementale va également vous permettre de mettre dans votre politique un score de risque en dessous duquel, par exemple, il est inacceptable d'accéder à des ressources critiques. Si un utilisateur a déclenché des alertes parce qu'il télécharge trop de fichiers, parce qu'on soupçonne des envois d'informations vers des serveurs command and control, parce qu'il se connecte depuis des emplacements qui sont bizarres, parce que on dirait qu'il voyage plus vite que la lumière, des choses comme ça, ou des logins erronés, mais on fait baisser son score de risque et puis on peut faire plusieurs choses. Donc, premièrement, empêcher des accès. Bon, on peut être drastique, hein, on peut complètement couper ces accès, mais on peut aussi se dire qu'il peut quand même naviguer, accéder à certaines informations non sensibles, mais pas à d'autres. Et puis, on peut, avec notre plateforme d'échange, aussi envoyer de l'information comme, alors, on l'a fait dans un POC, j'étais avec un autre SE, c'est d'envoyer une commande. Là, c'était avec Intraim, le fournisseur d'identité Microsoft, pour changer un utilisateur de groupe par rapport à certains événements. Donc, que ça se répercute aussi dans d'autres domaines de l'infrastructure. On est capable de faire ça avec nos intégrations. J'accélère, il est déjà 41, donc le moteur avancé de DLP, là, on a vu des exemples avec les vidéos avant, donc pas besoin de s'étendre dessus. On supporte, alors ce qui est intéressant, j'ai parlé des identifiants, plus de 2000 types de fichiers. Je crois que le numéro 2 est à peu près à 400 ou 500. Ça va être important en fait de pouvoir analyser, contrôler un maximum d'informations. Et les règles de protection des données que vous mettez en place dans un domaine, par exemple pour le SaaS, les accès SaaS à O365, vous pourriez les réutiliser pour la protection des périphériques, USB, les emails, le ZTNA vers vos applications internes, le web, etc. Donc, c'est la force d'une plateforme unifiée. Très rapidement, c'est une capture d'écran sur le DSPM. Ça aussi, c'est une acquisition de Netscope qui a eu lieu l'année dernière. Donc, une société qui s'appelait Dacera, qui fait de la posture de sécurité des données, donc qui supporte non seulement le cloud, donc les données dans le cloud, donc ça peut être du AWS, GCP, etc., mais également les data lakes, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais on-premise, sur site. N'hésitez pas si vous avez des questions, malheureusement, là, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. J'ai peut-être une première question qui a été posée dans le chat. À part Office 365, est-ce que vous supportez d'autres instances ou d'autres applications SaaS ? Oui, merci pour la question. On en supporte, en effet. Donc, à part Office 365, de Google Workspace, qui vont être les plus utilisés, AWS, mais on en a énormément. Zoom, des WebEx, on va supporter des centaines d'applications. Donc, il me semble que la dernière fois que j'avais vérifié, on était à plus de 300 applications sur lesquelles on supporte les instances. Même si on ne supporte pas les instances, on va être capable de supporter des activités, on va être capable de faire aussi tout ce qui va être un peu basique, autorisé, bloqué, et on évolue constamment. Donc, si j'ai le temps à la fin, je pourrais peut-être montrer l'interface, notre catalogue d'applications qui a plus de 80 000 applications supportées, dont des applications qui vont avoir les instances. Merci pour la question. Pardon. J'arrivais sur les rapports analytiques. Donc, comme l'analyse comportementale utilisateur, plus vous avez des services chez Netscope, plus vous allez pouvoir créer des rapports analytiques riches, donc qui vont pouvoir afficher de l'information sur les accès web, sur les accès aux applications SaaS, sur le cloud public privé, sur l'isolation, sur tout ce qui va être flux non web, protégé par le cloud firewall.
quel que soit le service Netscope. On a des rapports prédéfinis qui vont s'adresser à différents auditoires, donc peut-être des personnes qui ont besoin d'informations macro, des décisionnaires, ou des personnes qui ont besoin d'informations plus ciblées, plus spécifiques, des opérationnels, des personnes en architecture. Et moi, surtout en fin de POC, en général, on passe à travers des rapports qui montrent un peu la valeur de l'outil, ce qui peut être important, surtout pour les équipes qui font des investissements. Le monitoring d'expérience utilisateur, j'en avais parlé rapidement. Il y a une démonstration sur les rapports analytiques. Je ne sais pas si on aura le temps. Je fais un time check. On commence à être juste. Ok. Le monitoring utilisateur. Bon, je vais passer très rapidement cette vidéo-là et puis ce sera la dernière. C'est une vidéo qui dure même pas 2 minutes. Ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, j'en profite pour parler c'est une transformation. Quand on passe dans le cloud, souvent, on avait des proxys ou des firewalls ou du VPN qui étaient sur site dans nos data centers, gérés par nos équipes qu'on connaît bien. Quand on passe dans le cloud, il y a une perte de contrôle, une perte de visibilité qui est évidente. Bien sûr, il y a une simplification, il y a toute la partie opérationnelle qui est un soulagement, mais il y a cette perte de contrôle. Le monitoring de l'expérience utilisateur vient redonner un contrôle, vient redonner une visibilité. Si vous avez des tickets pour des utilisateurs qui ont des problèmes de performance, qui ont des problèmes d'accès à certaines applications, vous allez pouvoir, grâce à cet outil, comprendre ce qui se passe. Vous voyez, là, on a l'analyse de la cause racine, qui va aller analyser quel est le niveau CPU, quelle est peut-être la latence vers le routeur, vers l'accès à Netscope, entre Netscope et l'application en question, la connectivité, le niveau de la mémoire, le disque, et j'en passe. Donc bon, j'accélère, vous voyez le principe, on pourra en parler plus en détail, mais l'idée c'est de conclure là, je pense, dans moins d'une ou 2 minutes, sinon je vais aborder. Je suis trop bavard. Une petite question qui vient d'apparaître, mais je ne sais pas si moi je te laisse finir. Bon. Non, vas-y, non. Combien de temps ça prend d'installer tout Netscope? C'est quoi la durée d'un projet? La durée, alors, tout dépend du nombre d'utilisateurs. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais ça peut aller extrêmement vite. Je vais donner 2 exemples que moi j'ai vécu. Donc, un exemple dans le secteur public où après une attaque, il y a une collectivité qui a fait appel à nous pour 1500 utilisateurs et ils les ont déployés en 1 semaine. Donc là, on était dans un cas critique. Le SI était tombé. Ils avaient besoin de pouvoir accéder à des ressources très rapidement, de redonner accès à leurs utilisateurs. Donc, en 1 semaine, ça a été fait. Et puis, sinon, on a également, là, il y a un autre projet sur lequel je travaille en ce moment. Là, c'est plutôt 6000 utilisateurs. Ils ont déjà leur proxy en place, leur firewall, leur VPN. Donc là, ce qui est prévu, c'est en cours. On a la première phase est terminée, donc la partie CASB API est terminée. On a terminé également la partie protection Internet et ça a pris 1 mois et demi, disons. Sauf qu'ils ont un planning où ils se disent qu'en 4 mois, ils vont passer à travers tous les services. Donc, on parle du proxy web, on parle de l'évolution VPN, il y a du CASB API qui a déjà été fait, il y a de l'isolation de navigateur, il y a du firewall dans le cloud. Donc, on a prévu 4 mois pour ça, mais là, disons que c'est pour être à l'aise. Il y a les chefs de projet, les ingénieurs qui travaillent sans la pression qu'on avait eue sur les 1500 utilisateurs. Et puis, il y a les entre-deux. On a des partenaires comme Nomios. Je travaille avec Nomios, justement. L'autre sujet, c'est avec Nomios à Toulouse, qui sont des partenaires certifiés, qui font du delivery, qui sont capables de faire le support de premier niveau, qui vont vous accompagner, qui offrent quasiment une solution clé en main. Donc, c'est important d'avoir un partenaire qui a, on va dire, quelques galons, qui a connu des déploiements, qui est expérimenté et qui a le personnel pour vous accompagner. L'expertise. Merci. C'est bon. Browser, oui, c'est bon, je ne vais pas la passer. Là, c'est le navigateur d'entreprise en même temps. Mais n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt pour ça. L'intégration non plus, on n'a pas vraiment le temps, mais j'en ai déjà parlé. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous aurez les slides. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésitez pas à voilà. Et puis, c'est la dernière. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, vous recevrez après le webinaire dans l'après-midi, donc le review de la présentation avec la belle présentation de DIA. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Et puis, merci d'avoir participé et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous.